En janvier 1944, les forces alliées engagées en Italie étaient aux prises avec l'impressionnante artillerie lourde allemande. Les énormes obus explosifs étaient tirés par 2 canons montés sur rail et positionnés à plus de 48 km de là. Les troupes alliées, à l'autre bout de la courbe balistique de ces obus, avaient surnommé ces 2 armes monstrueuses Anzio Ani et Anzio Express. Les 2 canons allemands étaient des K5E sur wagon, qui à l'origine avaient été envoyés en Italie à destination de l'Africa Corps en Tunisie. La campagne tunisienne s'étant terminée avant qu'ils aient été livrés, les 2 monstrueux canons furent déployés en Italie. Le canon K5 était considéré comme l'un des canons sur rail les plus aboutis de son époque. Il en fit la preuve en Italie. L'artillerie du Troisième Reich, un extraordinaire arsenal. Voici un canon sur rail K5. Il est baptisé Léopold. Lors de la campagne d'Anzio, il fut également connu sous le surnom d'Anzio Ani. Il tirait un projectile de 236 kg à 50 km de distance avec une très grande précision. Il avait un jumeau baptisé Dorphy. Durant la campagne de France, la fin de la campagne, les 2 canons étaient déployés sur la côte près de Calais et bombardaient la Grande-Bretagne depuis la France. Le premier K5 entra en service en 1936 et la production continua jusqu'en 1945. Le nombre d'exemplaires produits reste incertain, mais on suppose qu'il oscille entre 25 et 28. Sous presque tous les angles, le K5 était une machinerie minutieuse, avec un excellent équipement de chargement des munitions et un long et fin canon qui lui donna son surnom allemand de Schlanke Bertha ou Svelte Bertha. Toutes les heures, le K5E pouvait tirer 8 obus de 11 pouces, 279,4 mm, pesant approximativement 113 kg à plus de 60 km. Mais cette énorme puissance de feu nécessitait une imposante chaîne logistique avec sa propre rame ferroviaire. À côté de ce canon spécialement conçu pour la Svelte Bertha elle-même, le train incluait un wagon de munitions, un wagon pour l'équipage, plusieurs wagons de soutien et bien sûr une locomotive pour tracter l'ensemble. Alors que la guerre avançait et que la Luftwaffe perdait le contrôle des cieux, des wagons de défense anti-aérienne furent ajoutés au train pour fournir une protection contre les avions ennemis tentés par cette cible de choix. Charger le canon pour le tir était une opération longue et laborieuse. Il fallait d'abord abaisser le canon à l'horizontale, puis faire circuler les obus le long d'un couloir d'alimentation depuis le wagon à munitions. Une fois en place sur le couloir d'alimentation, les obus étaient poussés mécaniquement dans la chambre, les charges propulsives étaient ensuite ajoutées. La chambre était alors verrouillée. L'officier de tir, qui déterminait la taille des charges en fonction de la distance et de la météo, réglait l'élévation et l'azimut. Une fois cette tâche accomplie, le tube était relevé, et l'équipage rejoignait ses positions pour le tir. Le tireur, habituellement un sous-officier supérieur, appuyait sur le bouton qui mettait à feu électriquement le canon. La détonation faisait trembler les vitres à 1,5 km à la ronde. Une fois que l'obus quittait le tube, un observateur d'artillerie positionné 55 km plus loin, près de la cible, observait le résultat du tir et envoyait par radio les corrections éventuelles à l'officier de tir. De nouveaux réglages étaient calculés et la procédure tout entière se reproduisait. It was a very difficult and complex exercise
Amener un canon sur rail en opération était une opération complexe et très difficile dans les conditions tactiques, telles que celles existant près des plages de débarquement d'Anzio. Ces canons furent conçus pour les sièges, ce qui en l'occurrence était le cas. En réalité, ils étaient surtout utilisés pour des tirs de saturation. De toute évidence, les tireurs ne pouvaient voir, car ils étaient trop loin, comment les obus touchaient leur cible. Ils avaient donc besoin d'un observateur avancé près de la plage qui puisse les renseigner sur l'impact des obus et leur indiquer par radio les corrections nécessaires pour ajuster leur tir en conséquence. Les deux canons qui devinrent connus sous les noms d'Anzio Ani et Anzio Express furent envoyés au sud de la zone d'Anzio via Rome fin janvier 1944. Trouver une position pour les canons et leurs trains était la première priorité. La position choisie était située près d'Albano, sur la rive ferroviaire entre Rome et Nettuno, juste avant un tunnel. L'avantage de cette position était que le K5E pouvait être mis à couvert dans le tunnel, sortir pour se mettre en position de tir et être aussitôt remis à couvert après avoir tiré son énorme obus. Le tir des canons était si régulier que les troupes alliées supposèrent immédiatement qu'ils avaient affaire à un seul tube, bien que les deux canons fussent réellement en action. Les obus étaient si gros, les explosifs étaient vraiment énormes, qu'ils n'avaient pas besoin de causer de pertes humaines pour atteindre le moral de l'ennemi. Et bien sûr, quand ils venaient à atteindre une cible, ils causaient des dégâts considérables. L'un des avantages majeurs de ces canons sur rail en Italie concernait la propagande. Les actualités allemandes de cette période pouvaient montrer ces canons et les utiliser pour remonter le moral de la population allemande. Le public voyant ces images dans les cinémas pensait que leurs troupes maîtrisaient la situation. Évidemment, ils eurent un gros impact sur les Alliés qui pensaient avoir affaire à un seul Anzio Ani, et le nom lui resta pendant 40 à 50 ans. Conveying to the German public that they had this enormous, powerful presence in the field. Pendant 4 ans, les deux canons menèrent la vie dure aux soldats alliés déployés dans la zone d'Anzio. Un constant déluge de feu fut déversé dans l'étroite zone des plages de débarquement. En conjonction avec les deux canons, d'autres bombardements d'artillerie plus légères ajoutaient à l'adversité. Ils rendirent cette tête de pont infernale à tenir pour les soldats alliés. Il y avait beaucoup de tirs d'artillerie efficaces qui arrivaient sur les plages d'Anzio. Toutefois, le gros des tirs d'artillerie qui atterrissaient sur les plages d'Anzio venait de canons moins impressionnants de l'artillerie lourde allemande. Ce n'était pas tant les munitions d'Anzio Ani et Anzio Express, mais les obus plus petits de 210 mm. Des canons sur rail, qui étaient à l'origine de l'enfer quotidien que vivaient les soldats britanniques et américains déployés à Anzio. C'était aussi l'artillerie de 170 mm, plus modeste, que les Allemands avaient groupée autour de la plage et qui pouvait tirer assez rapidement beaucoup d'obus. L'aviation alliée fit ce qu'elle put pour trouver et détruire les sites de tir des K5, bien que la RAF ait réussi à identifier avec précision les positions de tir. La zone de tir était bien camouflée, et les canons étaient toujours gardés à l'intérieur du tunnel chaque fois que les avions alliés approchaient. Durant la campagne d'Anzio, cette arme manœuvrait dedans et en dehors du tunnel.
Dès que l'aviation alliée n'était plus dans les parages, le canon était tracté à l'extérieur du tunnel. Il tirait et l'obus arrivait comme un train express sur les plages d'Anzio. C'est pourquoi les troupes l'appelèrent Anzio Express. La lourde procédure de mise en batterie, de préparation pour le tir, du tir lui-même et des ajustements ultérieurs était un exercice compliqué. Il était très difficile de maintenir une bonne précision pour conserver l'efficacité du bombardement d'artillerie. En action, le canon causait des dégâts terribles. Il resta déployé jusqu'à ce que les Alliés percent la ligne Gustave. Mais après la chute de Cassino en mars 1944, les Alliés balayèrent alors le nord pour soulager les plages Lanzio. Ils accomplirent une rapide manœuvre vers le nord, non pas le long du littoral, mais à l'intérieur des terres, ce qui coupait les lignes de chemin de fer qui constituaient la voie de repli des canons sur rail. Les canons furent capturés presque intacts et prêts à faire mouvement. Un canon fut endommagé par ses servants avant d'être capturé, mais l'autre fut trouvé presque entier. Et cet exemplaire fut ensuite envoyé aux États-Unis pour être examiné et testé. Il est toujours visible au Aberdeen Proving Grounds, dans le Maryland, aux États-Unis. L'artillerie régulière. La division standard de la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale déployait des pièces d'artillerie plus lourdes et plus nombreuses que celles de ses adversaires. Sur le papier, en théorie, une division d'infanterie allemande entièrement équipée disposait d'un régiment d'artillerie. C'était une unité d'artillerie assez imposante, comme l'était l'artillerie allemande. Elle alignait 4 sous-divisions d'artillerie, ce qui représentait au début de la guerre une force de 48 canons. Plus tard, les unités furent réduites à 42 canons par division. Le point clé à garder à l'esprit est qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une difficulté majeure pour garder l'artillerie divisionnaire à sa taille complète. Beaucoup de régiments d'artillerie divisionnaire ne disposaient pas du nombre de canons prévus. La première arme à être fournie à l'armée allemande après la Première Guerre mondiale fut le Leichte Infanteriegeschütz 18 de 75 mm. C'était une pièce d'équipement légère et robuste, de construction inhabituelle. Le canon était tenu dans un support rectangulaire qui était lui-même fixé au socle et au système de mise à feu. Le mécanisme ressemblait globalement à celui d'un fusil à pompe, et bien qu'inhabituel, il était simple et rapide. Le châssis était une simple remorque avec un blindage. Les roues étaient en bois cerclées de fer, pour la version tirée par des chevaux, ou en disque d'acier avec des pneus pour celle tractée par camion. Ces premiers canons furent utilisés de manière intensive durant toute la guerre, mais leur emploi tendit à décliner vers la fin du conflit, la demande allant vers des armes de plus en plus grosses. L'une des solutions était l'obusier de 105 mm qui fut utilisé en grand nombre dans les premières années de la guerre. Initialement, il donna à l'artillerie divisionnaire allemande l'ascendant sur quasiment tous ses adversaires, dont la plupart étaient armés d'équipements obsolètes datant de la Grande Guerre, dont les calibres ne dépassaient pas le 75 mm. L'infanterie allemande bénéficiait de l'appui des obusiers FH-18 de 105 mm, qui étaient tractés par des chevaux. À certains moments, ils le furent par les semi-chenillés, mais dans la plupart des unités, ils étaient tirés par des chevaux. Une division d'infanterie allemande pouvait compter sur 3 batteries d'obusiers de 105 mm, appuyées par une batterie supplémentaire d'obusiers lourds de 150 mm et de canons de 100 mm. Il y avait donc une bonne puissance de feu pour les appuis. Mais en général, le maillon faible était l'organisation de l'espace aérien.
La guerre se poursuivait et des adversaires de plus en plus modernes, à savoir les canons de 25 livres, 85 mm britanniques, et le trompeur 76 mm soviétique, démontrèrent que les obusiers de 105 mm pouvaient, en termes de portée, être dépassés sans difficulté par des armes de calibre plus faible. Les événements de la campagne d'hiver russe en 1941-1942 montrèrent les autres défauts majeurs des canons allemands. Le cycle du gel et du dégel pendant l'hiver réduisait les routes de ravitaillement du front de l'Est à l'état de bourbier. Ainsi, les obusiers allemands ne pouvaient progresser que lentement. Beaucoup furent perdus durant cet hiver 1941-42, simplement parce qu'ils restaient pris dans la boue gelée pendant la retraite et ne pouvaient plus être déplacés. L'artillerie divisionnaire de l'armée allemande, au début de la Seconde Guerre mondiale, était généralement hippomobile et se déplaçait au même rythme que les soldats d'infanterie à pied. L'artillerie divisionnaire n'était alors pas plus mobile que les soldats. Elle était tractée lentement par des chevaux. Elle dépendait de l'eau et de la nourriture des chevaux plus que du pétrole. Hormis certaines applications telles que les divisions de montagne, l'artillerie divisionnaire était donc assez lente au début de la guerre. Au cours de la guerre, il devint nécessaire de motoriser l'artillerie, et c'est alors que l'artillerie divisionnaire commença à être tractée par des engins à moteur. Dans les Panzer-divisions, les canons étaient généralement tractés par des semi-chenillés, de gros semi-chenillés d'artillerie. Occasionnellement, si on avait de la chance, il pouvait s'agir des Hummel ou des Wespe, qui étaient des canons automoteurs. Mais dans la plupart des cas, le standard principal des divisions allemandes resta tout au long de la guerre l'artillerie hippomobile. Le problème ne se présenta pas réellement en Europe occidentale, où il y avait de bonnes routes comme en Pologne ou en France, pays dans lesquels la résistance avait été limitée et où tous les combats avaient été livrés au printemps ou au début de l'été. Le vrai problème apparut en Russie car il n'y avait pas de bonnes routes. Et l'enchaînement des périodes de boue, de neige et de glace rendait le déplacement infernal. Les canons s'enfonçaient dans la boue, parfois au-delà de leurs essieux. Il fallait une grande force aux hommes et aux chevaux pour les sortir de là. Parfois, ce n'était pas possible, car si la boue gelait, elle devenait dure comme de la pierre. Il n'était alors plus possible de les bouger. Le problème de la mobilité était donc énorme en Russie. La ligne de front pouvait se déplacer très vite, de 25 km, et revenir aussi vite à son point de départ. Les hommes devaient couvrir de grandes distances. Au début de l'opération Barbarossa, par exemple, l'armée allemande avait engagé en Russie plus de 625 000 chevaux pour tracter les canons. Sur les routes, cette interminable cohorte ressemblait à un mastodonte ambulant qui ralentissait la progression des divisions d'infanterie. Malgré son succès initial, l'invasion de l'Union soviétique en 1941 révéla de nombreuses faiblesses dans l'artillerie moyenne allemande. Les 2 années précédentes avaient semblé indiquer que cette artillerie était bien adaptée. Mais après l'hiver 1941, suivi du dégel de 1942, il devint cruellement évident que les pièces d'artillerie allemandes étaient dépassées et manquaient de portée comparées à leurs équivalents soviétiques. De nouveaux concepts étaient à l'étude. Mais les artilleurs déployés sur le front devaient faire quelque chose pour contrer leurs adversaires. La solution la plus facile fut de réutiliser au maximum le matériel pris aux Russes. Lors de la grande offensive de 1941, les Allemands prirent une telle quantité de canons et d'obusiers russes qu'ils les déplacèrent en grand nombre à travers l'Europe pour renforcer le mur de l'Atlantique et équiper leurs unités d'artillerie en France et en Italie. Les canons soviétiques furent également engagés avec l'Afrika Korps dans le désert. Ces artilleurs allemands utilisent des canons de 76 mm pris aux Russes. Comparé à la faible diversité d'équipements engagés par les Alliés sur les différents théâtres, les pièces d'artillerie moyennes et lourdes de l'armée allemande
était trop variée et ne pouvait être ravitaillée facilement. La présence de nombreux canons pris à l'ennemi n'arrangeait rien. La situation logistique se détériorait à mesure qu'avançait la guerre. Mais le niveau des équipes fit de l'artillerie allemande un formidable outil de combat tout au long de la guerre, malgré la confusion créée par la grande variété de canons en service. La plus grosse pièce disponible au sein d'une division d'infanterie allemande était un canon d'appui d'infanterie, le Schwere Infanteriegeschütz 33 ou SIG 33. Le SIG 33 était une pièce fiable et robuste, capable de tirer un obus explosif de 150 mm à une distance de 5 km. Sa munition standard était habituellement explosive, mais il pouvait aussi tirer des obus fumigènes si la situation tactique le nécessitait. Une charge creuse anti-char fut également produite en 1941. Mais le SIG-33 était bien trop dépassé pour être utilisé en combat anti-char. Le manque de vélocité des obus tirés constituait un autre inconvénient majeur. Le projectile le plus remarquable tiré par le SIG-33 fut peut-être le Style-Granate 42 de 150 mm, une bombe de 200 livres qui était utilisée pour les tirs de destruction à courte portée contre les positions fortifiées. Elle avait une charge explosive montée sur un tube avec 3 ailettes de direction. Elle était chargée par la bouche du canon, la tige entrant dans le canon et les ailettes reposant le long du frein de bouche. Une cartouche à blanc spécifique était utilisée pour tirer la bombe comme une énorme grenade à fusil. Après 140 mètres de vol, le tube se séparait de la bombe et celle-ci continuait son vol vers la cible à l'aide de ses ailettes. Elle pouvait emporter 27 kg d'explosifs jusqu'à une distance d'1 kilomètre. Cette charge inhabituelle fut utilisée de manière intensive sur le front russe contre les défenses bétonnées de la ligne Staline avec une efficacité dévastatrice. Le rôle de l'artillerie légère était de fournir des appuis directs aux unités de la division. Le rôle de l'artillerie moyenne et lourde était moins précis. En général, l'artillerie lourde était prévue pour soutenir l'artillerie légère et fournir des feux longue distance sur des cibles spécifiques, telles que les concentrations de troupes et les fortifications, bien que d'autres rôles lui aient souvent été assignés. En 1934, commença la production du SFH-18, un obusier de 150 mm construit par Rheinmetall GmbH et monté sur un attelage construit par la fameuse manufacture d'armes Krupp. Il allait devenir l'épine dorsale de l'artillerie moyenne de la Wehrmacht. Aucun document n'existe concernant le nombre de canons produits, mais il devait être assez important car le SFH-18 resta en service jusqu'à la fin de la guerre. Beaucoup furent livrés à la Finlande et à l'Italie pour leurs propres armées. Malgré les 8 charges différentes disponibles pour le SFH-18, sa portée maximale n'était que de 13 325 mètres. Les premières expériences de combat révélèrent tout spécialement après 1941 que l'ennemi le surpassait souvent lorsque l'artillerie allemande affrontait les formidables canons et obusiers russes de 152 mm. Bien que des contrats aient été signés pour développer de nouveaux concepts et qu'une version de 170 mm ait été introduite plus tard au cours de la guerre, les événements s'enchaînèrent sans que le SFH-18 ne soit jamais remplacé. L'artillerie spécialisée. Les unités parachutistes de montagne et de forces spéciales posaient des problèmes aux ingénieurs militaires allemands. Ces unités avaient besoin d'artillerie, mais n'avaient pas les moyens de transporter de lourdes pièces. Elles devaient disposer d'une gamme de tubes légers et efficaces qui pouvaient être transportés à dos d'animal ou parachutés rapidement. Réduire le poids des pièces d'artillerie conventionnelles passe habituellement par l'utilisation d'alliages légers pour la fabrication des éléments du canon et de l'attelage. Mais la guerre avait raréfié la disponibilité de tels matériaux. Sur un canon conventionnel, l'énergie libérée par la charge propulsive éjecte le projectile hors du canon, tout en faisant reculer ce dernier,
amorti par le mécanisme de recul de l'attelage. Comme les forces résultant du tir sont considérables, le mécanisme de recul doit être très résistant et donc lourd. Le canon sans recul était la solution à ce problème. Les gaz libérés par la détonation pouvaient s'échapper par une canule placée à l'arrière de la culasse, fournissant la force appropriée pour empêcher le canon de reculer lors du tir. La première version du canon sans recul fut le Krupp LG-1, qui entra en service de manière limitée au sein des parachutistes de la Luftwaffe en 1940. Ils furent les premiers à l'utiliser au combat lors du parachutage sur la crête. Le LG-1-300 était une première tentative et avait ses défauts, dont l'un était l'attelage, devenu trop faible pour supporter les contraintes rigoureuses du service actif, à force d'avoir été allégé. Son remplaçant, le LG-40 de 75 mm, était une arme bien plus robuste, avec une culasse revue et corrigée et de petits trous en métal. Le LG-40 possédait la plupart des caractéristiques des canons sans recul produits par la suite. En 1943, il fut décidé qu'un canon plus gros était nécessaire, et le 105 mm fut mis en service. Pour les unités parachutistes, les canons de 75 et de 105 mm pouvaient être déployés de plusieurs manières. L'une consistait à les parachuter en plusieurs colis séparés dans des containers. Les servants entraînés pouvaient ensuite les réassembler et les mettre en batterie en moins de 2 minutes. Une autre méthode était de les conditionner dans une structure tubulaire, de les charger dans un avion de transport, puis de les larguer à l'aide de gros parachutes si l'appareil ne pouvait pas atterrir. Une autre alternative consistait à charger le canon et son tracteur léger dans un planeur Gotha Geo 242. Si un transporteur était disponible, une charge considérable pouvait être transportée par le Messerschmitt Gigant à 6 moteurs, que l'on peut voir sur cette séquence prise en Russie en 1943. Mais malgré l'énorme taille de l'avion, le chargement n'était jamais facile. Les canons de montagne. Un certain nombre de canons sans recul furent également fournis aux troupes de montagne, mais très souvent leurs caractéristiques les rendaient très dangereux et restreignaient leur utilisation. Ce constat déboucha sur le développement d'autres canons conventionnels spécialement étudiés. En terrain montagneux, il y a un certain nombre de facteurs qui influencent le type de canon dont les troupes auront toujours besoin. L'artillerie pose des problèmes très spécifiques, notamment sur les questions de mobilité et de capacité à monter un canon en haut d'un sommet. On ne peut pas utiliser un véhicule dans ces zones, et les canons doivent pouvoir être démontés en petits sous-ensembles. Ceux-ci pouvaient être ainsi transportés par des mules. Ils furent officiellement dénommés chargements à 4 mules. L'autre chose que l'on voulait à tout prix éviter en montagne était un canon avec trop de recul, car si celui-ci était trop important, le canon risquait de ne pas tenir en place sur une pente ou au bord d'une falaise. Beaucoup d'efforts et d'énergie furent investis dans le développement de canons petits, légers et compacts qui pourraient être mis en batterie en montagne et tirés avec un recul minimal. Les parachutistes avaient besoin de canons qui pouvaient être largués ou aérotransportés. Ils avaient besoin des canons sans recul, car ceux-ci devaient être légers et manœuvrables à dos d'homme. C'était valable aussi bien pour les parachutistes que pour les troupes de montagne. Au combat en montagne, vous ne pouvez pas compter sur les routes pour déplacer un canon, car les routes de montagne sont étroites et réduites, et l'ennemi sait où elles se trouvent et peut les tenir. Donc, l'artillerie de montagne devait pouvoir se déplacer en tout terrain. Et les Allemands développèrent un matériel, le GEB-36, qui était un canon de 75 mm facilement démontable, transportable à dos d'animaux et remonté par ses servants.
Plutôt que de le traîner sur une route derrière un attelage de chevaux ou le tracter avec un camion, on pouvait facilement le démonter en plusieurs éléments séparés et le charger sur des mules ou à dos d'homme pour manœuvrer en tout terrain sans dépendre des routes. Il devait être robuste pour supporter les dures conditions d'utilisation auxquelles il serait soumis. Pour ajouter à un cahier des charges déjà difficile, il devait également être capable de tirer selon des angles extrêmes d'élévation et de dépression, une condition imposée par l'environnement montagneux dans lequel il serait utilisé. Une solution valable apparut sous la forme du GEB-G18 de 75 mm, une version du canon d'infanterie standard avec un attelage allégé. En tant que canon de montagne, il avait des limites, mais resta en service jusqu'à la fin de la guerre. Il pouvait être démontable en 8 éléments séparés pour le transport. Il fit preuve d'efficacité et resta en production jusqu'en 1944. Le Nebelwerfer. Quelle qu'en soit la forme, la roquette est une arme de guerre depuis des siècles. Les fusées de 150, 280 et 320 mm figuraient parmi les plus grosses roquettes utilisées par les Allemands. La roquette de 150 mm était la plus courante et avait été conçue pour servir en batterie. Son rôle tactique était de saturer de grosses cibles à l'aide de munitions explosives, fumigènes ou chimiques. Elle était dénommée Wurfgranate 41, 15 cm WGR 41, et entra en service à la fin de 1940. La roquette stabilisée par ailette WGR 41 en calibre 150 mm fut produite avec toute une gamme d'options. Alors que les moteurs de roquettes étaient affectés par les températures extrêmes, des versions spécifiques furent mises au point pour affronter les conditions rencontrées par l'Afrika Korps. Une autre variante spéciale dut être produite pour supporter les grands froids du front russe. La principale roquette utilisée en Union soviétique était le WGR 41, tiré par le Nebelwerfer 41 ou 15 cm NBW 41, servi par des unités spécialement formées pour cela, les Nebeltruppen. Nebelwerfer signifie littéralement écran de fumée. Il avait été imaginé pour répandre très rapidement un épais écran de fumée. En fait, les Allemands réalisèrent que ce lance-roquette à 6 tubes pouvait aussi bien délivrer des feux de destruction très puissants, avec des projectiles explosifs, que de gros nuages de fumée. Le Nebelwerfer, quand il entra en service en 1942, fut donc utilisé comme pièce d'artillerie pouvant tirer plus de 6 projectiles sur une zone très concentrée. Les Britanniques surnommaient le Nebelwerfer Moaning Mini, la mini gémissante, et apprirent à haïr cette arme en raison de son efficacité dévastatrice. Le Nebelwerfer fut produit en une large gamme de versions différentes. Il y avait la version à tube unique pour les parachutistes. Il y avait une version à 10 tubes montée sur un blindé chenillé et un Nebelwerfer tirant une roquette de 360 mm. Il y eut aussi un Nebelwerfer à 10 tubes de 100 mm. Beaucoup de ces versions furent conçues pour tirer un projectile d'artillerie sans avoir à s'encombrer d'un canon. Le Nebelwerfer était bien plus léger et tirait bien plus rapidement qu'un canon, car il était beaucoup plus simple. Il ne fut jamais aussi précis qu'un canon d'artillerie, mais il était très facile à mettre en œuvre. C'était une pièce d'artillerie conçue pour tirer les obus directement depuis leur casier de stockage. Les servants avaient juste à les sortir de leur boîte et à les mettre en place. Ce n'était pas une technique très précise pour tirer une roquette, mais elle était très rapide et très facile.
Il ne fut jamais conçu comme une arme pouvant tirer sur une tête d'épingle. Mais l'effet du bruit et l'intensité du bombardement avaient un effet terrifiant sur le moral de l'ennemi. C'était une force effrayante qui s'abattait en un laps de temps si court sur une zone donnée que les troupes visées souvent interrompaient leurs manœuvres, même si elles n'avaient pas de blessés, et se mettaient à fuir, effrayées. Le Nebelwerfer avait 6 tubes lance-roquettes montés sur un châssis. Après que les roquettes aient été chargées et connectées à un boîtier électrique pour la mise à feu, les servants se mettaient à couvert à distance et les roquettes étaient mises à feu une par une pour créer une rafale. Les effets d'un tir de barrage du Nebelwerfer étaient dévastateurs. La déflagration d'un si grand nombre de munitions aspirait l'air hors des poumons d'un homme. Bien qu'il ne soit pas très précis, la déferlante terrifiante de ces fusées était souvent suffisante pour pousser les survivants abasourdis à se rendre. Certains dangers guettaient les servants. En effet, si la poussière soulevée par le tir ne révélait pas la position du lanceur, les traînées de fumée créées par les roquettes la désignaient irrémédiablement. Les batteries de Nebelwerfer étaient donc des cibles de choix pour un tir de contre-batterie. Et les équipes d'artilleurs des Nebelwerfer devaient être très rapides pour quitter leur position sitôt le tir effectué. Des roquettes de plus en plus lourdes furent utilisées par les Nebeltruppen. Des munitions de 280 et 320 mm étaient tirées par une remorque à 2 roues supportant les roquettes par 2 rangées de 3 superposées. Bien que les feux de Nebelwerfer lourds fussent très efficaces, leurs remorques se révélèrent trop fragiles pour suivre les Panzerdivisions à leur vitesse de marche. Une solution fut donc envisagée. De simples cadres, conçus pour transporter et lancer les roquettes, furent attachés sur les flancs d'un semi-chenillé SDK-FZ 251. Cette configuration devint très populaire et fut baptisée Stuka Zufus, ou Stuka terrestre. Plus tard, au cours de la guerre, des plateformes plus sophistiquées furent fabriquées pour tirer des roquettes plus lourdes. Toutes les roquettes allemandes étaient stabilisées en vol par un effet de vrille. En revanche, les Alliés utilisaient des munitions stabilisées par des ailettes. Lorsque la Wehrmacht découvrit les Katyusha russes lors de l'invasion de l'Union soviétique, la stabilisation par vrille fut controversée. Mais comme la production battait son plein, les concepts ne changèrent plus. Le Nebelwerfer n'était pas une arme particulièrement sophistiquée. Sa précision de tir n'était améliorée que par l'effet de vrille qui maintenait les roquettes sur leur trajectoire. Il nécessitait une technologie sophistiquée. Quand les Russes constatèrent l'efficacité du Nebelwerfer, ils développèrent immédiatement leurs propres lance-roquettes multiples. Et cela donna naissance aux fameux orgues de Staline, les Katyusha. Les roquettes de Katyusha étaient, elles, stabilisées par des ailettes. Cela permettait un mécanisme de lancement très simple, car ils n'avaient pas à imprimer un effet de rotation au projectile. Ils pouvaient quasiment être tirés depuis une caisse. Ils étaient chargés sur des camions et acheminés vers le front. Le Nebelwerfer, d'un autre côté, fut largement amélioré. Les ingénieurs découvrirent qu'en montant les roquettes sur des semi-chenillés, ils obtenaient non seulement une arme très puissante, mais aussi très mobile. Il va sans dire que d'autres unités avaient besoin des semi-chenillés et que les unités de Nebelwerfer n'obtinrent jamais ceci dans les quantités dont ils avaient besoin. Néanmoins, une fois montés sur un semi-chenillé, on disposait d'une arme très sophistiquée qui constituait un renfort efficace et mobile dans des combats comme ceux du front russe. Les analyses après-guerre démontrèrent que le Nebelwerfer était en réalité plus précis que les redoutables orgues de Staline. C'est simplement le fait que les Russes aient été capables, avec leurs Katyusha, de déverser plus d'explosifs à un coût plus réduit qui donnait aux Allemands cette impression. Le siège de Sébastopol. En
En mai 1942, après ses victoires à Kerch et à Kharkov, sur le front russe, Hitler décida de prendre Sébastopol. Ce port était l'une des plus grandes forteresses existantes. Il était protégé par 12 batteries navales, alignant 42 canons de calibres variés, allant de 152 à 305 mm. 106 000 soldats soviétiques y stationnaient, ainsi que des milliers de marins affectés aux canons et à la forteresse. Hitler y voyait une parfaite opportunité de démontrer l'efficacité de son artillerie lourde, conçue au départ pour abattre la ligne Maginot, désormais vaincue. Les Allemands installèrent 33 pièces d'artillerie de siège, dont les calibres allaient de 280 à 800 mm. Sébastopol, capturé en 1942 par les Allemands, fut sous bien des aspects une opération unique dans la Seconde Guerre mondiale. Sébastopol était un grand port militaire de la mer Noire, stratégique pour la flotte de la mer Noire et incroyablement bien défendu par des bunkers de béton et de très lourdes pièces d'artillerie. Dans cette configuration, la prise de Sébastopol ressemblait à un classique siège, dans lequel les pièces d'artillerie jouaient un rôle de premier plan. Le général von Manstein, le commandant allemand de l'opération, avait rassemblé plus de 200 batteries d'artillerie alignant un total de 400 pièces d'artillerie lourde. Elles allaient être vitales pour saper les défenses fortifiées de Sébastopol. Super heavy artillery pieces were vital for the success of the operation. Le siège dura un mois. Les canons lourds furent utilisés très habilement pendant tout ce siège contre les défenses bétonnées. Il faut comprendre que certaines défenses étaient enterrées à plus de 30 mètres sous le sol. Elles furent pulvérisées par ces très grosses pièces d'artillerie qui furent utilisées en masse, exactement comme elles devaient l'être. Von Manstein, en toute connaissance de cause, s'en servit d'une manière très concentrée. Et il savait vraiment ce qu'il faisait. Le 3 juin 1942, le général von Manstein déversa une pluie d'obus sur les défenseurs soviétiques et les citoyens de Sébastopol. Plus de 750 pièces d'artillerie prirent part au bombardement. 4 semaines plus tard, ce qui avait été Sébastopol ressemblait maintenant à la surface de la Lune. Finalement, au bout d'un mois de bombardement continu, Sébastopol tomba le 3 juillet. Deux concepts d'armes remarquables, le mortier Gamma de 420 mm et le mortier Karl de 600 mm, participèrent au tir de barrage. Ces mortiers lourds automoteurs étaient capables de réaliser sur une trajectoire haute des tirs très efficaces et suffisamment puissants pour pénétrer du béton épais. Le mortier Karl fut le plus gros des canons automoteurs engagés dans la Seconde Guerre mondiale. Le mortier Karl pouvait également être perçu comme un retour vers le passé. La Première Guerre mondiale avait vu le développement des canons sur rail et des mortiers très lourds. Ces armes étaient à l'origine du caractère statique dans les combats du front de l'Ouest. Néanmoins, lorsque la série des mortiers Karl vit le jour en 1935, l'idée d'un mortier tirant un obus de 600 mm de diamètre et pesant 1,5 tonnes jusqu'à une distance de 10 km, bien qu'impressionnante, semblait assez anachronique à une période où l'Allemagne se préparait à une série d'actions fondées sur la mobilité et non sur les armes de siège. Pour leur utilisation lors de la Seconde Guerre mondiale, les deux premiers canons, Thor et Ava, assemblés en 1939, furent transportés sur le front russe et utilisés lors du bombardement de la forteresse de Brest-Litovsk en juillet 1941.
puis lors du siège de Sébastopol en 1941 et jusqu'en 1942. Les Karls étaient très efficaces lorsqu'ils étaient utilisés dans de bonnes conditions. Ils étaient conçus comme des armes de siège, pour être mis en batterie très près des défenses sur lesquelles ils pouvaient tirer leurs énormes obus si destructeurs. Ils pouvaient détruire des bunkers et des défenses bétonnées. Le problème avec une telle arme, c'est qu'elle nécessite de conserver la supériorité aérienne. Vous deviez avoir la capacité de la mettre en batterie près des défenses, tout en étant sûr qu'elle n'y sera pas vulnérable aux contre-attaques. Lors d'un siège comme celui de Sébastopol, ces conditions étaient réunies. Les Allemands furent capables d'amener leur artillerie lourde juste devant les défenses de la ville. Ils avaient la possibilité de les orienter comme ils voulaient. Ils étaient relativement à l'abri des actions de l'aviation soviétique. Beaucoup des canons à Sébastopol étaient pointés vers la mer, donc ils étaient plutôt bien protégés des tirs de contre-batterie et furent utilisés avec une efficacité redoutable. Bien que la vitesse maximale des mortiers Karl fût de 10 km/h en tout terrain ou sur route, ils étaient trop gros et trop fragiles pour être considérés comme réellement automoteurs. La plus grosse de toutes les pièces d'artillerie était tout aussi fragile. Le canon sur rail de 800 mm Schwere Gustav, 80 CMKE, surnommé Dora, était positionné à 16 km de Sébastopol sur un chemin de fer spécialement installé. Cela prit 2 semaines pour le mettre en place. Ce n'est pas avant le 3e jour de bombardement que son équipe de 1300 servants put enfin tirer son premier obus. Au moment où ils achevèrent leur mission, 48 obus avaient été tirés sur un ensemble de cibles qui furent toutes complètement démolies. Peut-être que le succès le plus spectaculaire fut la destruction d'un entrepôt de munitions souterrain situé à 30 mètres sous la baie de Severnaya. 8 coups furent tirés sur cette cible qui fut complètement pulvérisée. Voici un projectile de 800 mm. Il est tiré par un canon appelé Schwere Gustav. Cela prit 6 semaines pour le mettre en action, avec une équipe de 500 hommes. Son officier de tir était un major général. En utilisant en masse l'artillerie lourde de siège sur une zone très concentrée, la Wehrmacht détruisit entièrement la ville de Sébastopol, quartier par quartier. L'artillerie de siège, lente à la manœuvre, était extrêmement vulnérable aux attaques aériennes. Donc il était impératif que les Allemands conservent le contrôle des cieux, ce qu'ils firent. La Wehrmacht pouvait prendre son temps pour mettre en batterie les canons en tenant soigneusement compte de leurs cibles. Sans être harcelés par les défenseurs, les canons de siège et l'artillerie conventionnelle placés autour de Sébastopol déversèrent des milliers de tonnes de munitions sur la ville. Après Sébastopol, alors que les Alliés reprenaient le contrôle des cieux et que les ravitaillements se raréfiaient, ces armes devinrent plus un poids qu'un atout. De tous les plans que les Allemands avaient dressés pour des armes très lourdes, aucun ne se révéla aussi coûteux que celui des supercanons en termes de matières premières, de ressources humaines et de ravitaillement. En tant qu'arme de siège statique, il n'y avait aucun doute sur l'efficacité des mortiers et canons sur rail. Et pourtant, les créateurs du 80 CMKE de chez Krupp admettaient que si ces engins représentaient un intérêt au plan de la recherche, ils étaient devenus inutiles militairement avec l'avènement de l'aviation. La guerre éclair avait rendu les armes très lourdes obsolètes. Le siège de Leningrad. Le siège de Sébastopol avait duré quelques semaines. Celui de Leningrad allait durer 900 jours. La redoutable artillerie de la Wehrmacht avait été capable d'écraser la forteresse portuaire de Sébastopol, mais Leningrad résista près de 3 ans. Peut-être que la raison principale
et que Sébastopol eut la priorité sur Leningrad pour éviter que le flanc sud de l'armée allemande ne soit exposé alors qu'elle marchait vers le Caucase riche en pétrole. Les plus lourds canons furent en priorité destinés au siège de Sébastopol au détriment de celui de Leningrad. Au sud de Leningrad, la colline d'observation près de Pouchkine fut prise en septembre 1941. La tour située à son sommet fournissait aux observateurs allemands une vue de premier choix sur la ville entière qui se trouvait à portée de tir des batteries de la Wehrmacht. Un tir de barrage continu débuta alors. En 2 mois, entre septembre et novembre 1941, un total de 272 bombardements d'artillerie s'abattit sur la ville, sur une durée de 430 heures. Mais l'artillerie conventionnelle allemande ne pouvait pas perforer le béton, contrairement aux canons très lourds qui avaient été à l'œuvre à Sébastopol. Beaucoup des bâtiments très bien construits de Leningrad résistèrent aux déflagrations. Bien que les forces d'Hitler aient été en mesure de balayer Leningrad en 1941, Hitler rechignait à en donner l'ordre. Alors que l'implacable artillerie allemande faisait d'innombrables victimes à Leningrad, la famine fut en fait la plus importante cause de mortalité. La ville tremblait sur ses fondations et la résistance s'effondrait presque. Mais les canons allemands n'étaient simplement pas assez puissants pour soumettre la ville. Aucune arme ne peut remporter la victoire à elle seule. Vous pouvez tirer beaucoup d'obus sur une ville comme Leningrad. Vous pouvez tuer des civils par milliers, rendre tout le monde misérable. Mais si vous n'attaquez pas, si vous ne prenez pas le risque de subir des pertes importantes dans les unités d'infanterie, vous ne pouvez pas attendre d'une ville qu'elle baisse les bras et se rende. L'armée allemande en Union soviétique avait la capacité de réduire Leningrad ou de réduire Sébastopol. Il n'avait pas les ressources pour faire les deux en 1942, ce qui eut pour résultat la décision de se concentrer sur les divisions du groupement Sud. Auréolé du succès de Sébastopol en août 1942, le général von Manstein, avec 5 divisions et le train de siège de Sébastopol, reçut l'ordre de remonter au nord sur Leningrad. Mais l'offensive fut annulée fin septembre. Hitler était maintenant préoccupé par l'hiver russe qui approchait et par le fait que les canons de siège n'auraient pas pu être regroupés de manière efficace contre Leningrad. En octobre, les renforts soviétiques étaient capables de jeter un nombre suffisant de moyens militaires dans la bataille et de repousser l'artillerie allemande. Cela allait durer jusqu'en janvier 1944, mais Leningrad fut finalement sauvé.